Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année. Et bon, je vais pas vous souhaiter une meilleure année que l'année dernière, je pense que ça sera pas très compliqué. Enfin, sait-on jamais, mais bon, croisons les doigts. Et dans cet épisode, justement, on va faire en vrac un bilan de l'année. Donc voilà, on va aussi manger des gaufres en regardant un compte Insta spécialisé dans le café. Et on finira sur mon petit bonheur de la semaine, comme d'habitude. Mais on va commencer par le focus de cet épisode. Et vu qu'on commence cette nouvelle année de 2021, j'avais envie un peu d'échanger avec vous et de partager mon petit bilan de mon expérience japonaise sur 2020. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté les 100 premiers épisodes précédemment, je ne vais pas vous blâmer parce que ça en fait beaucoup, mais on va faire un petit récap rapide pour ceux qui ont écouté, qui connaissent déjà à peu près ma situation. Je suis parti en 2008 étudier au Japon pendant 1 an, je devais rester 2 ans à la base, mais l'école me plaisant pas vraiment, j'ai écourté et je suis parti en mars 2019 vers l'Écosse. Parce que j'avais plus de visa, je pouvais plus rester au Japon vu que j'arrêtais l'école. Et donc j'avais quand même pour but, après d'être parti en Écosse, de revenir ensuite 6 mois au Japon en vivant sur la fin de mes économies parce que j'avais de quoi tenir pendant 2 ans. Je suis donc revenu en novembre 2019 et j'ai passé le début d'année 2020 comme prévu au Japon en retournant sur Kyoto. Alors vous ne m'en voudrez pas, je vais englober donc le mois de novembre et le mois de décembre 2019 dans ce fameux bilan de l'année au Japon, enfin de mon bilan de l'année au Japon. Parce qu'on va pas faire un bilan de l'année japonaise, ça va être surtout, on parle de moi, c'est mon podcast. Alors, toujours pour remettre le contexte, j'étais retourné dans l'incertitude, non pas à cause du Covid, parce que ça n'existait pas encore, on ne connaissait pas encore la vie avec le Covid, mais je savais que je pouvais tenir jusqu'à mai 2020 à la base sur mes économies, mais qu'ensuite, faudrait que je rentre, quoi, parce que je n'avais plus d'argent et que j'avais juste ce qu'il faut pour revenir, alors, parce que je ne suis pas un risque tout, donc, et c'est un conseil que je vous donne aussi, quand vous faites des projets comme ça, calculez l'après pour pas revenir en vous disant ça y est, j'ai zéro sur mon compte, qu'est-ce que je fais maintenant? Sauf si vous avez des parents qui peuvent vous héberger et qui sont gentils, etc. Mais c'est toujours mieux d'avoir un petit peu d'argent de côté, donc moi c'est ce que j'avais prévu. Mais voilà, en mai j'arrivais à la fin de mon budget que je m'étais donné. Et puis il n'y avait pas que ça aussi, il y avait mon visa qui me forçait à rentrer quoi qu'il arrive, parce qu'en mai j'avais fait 2 fois 3 mois. Si on fait plus, ça commence à grincer au niveau des autorités. J'étais en visa touriste à ce moment-là. Donc voilà, je savais que je pouvais faire 2 fois 3 mois. Plus, il fallait mieux éviter, surtout que j'avais envie de rester au Japon et de revenir au Japon un jour ou l'autre. Donc je préfère pas me mettre des mauvaises choses dans mon dossier. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi du coup t'es retourné là-bas? T'as même pas fait de tourisme à Kyoto finalement en fait. T'y es allé parce que voilà, mais qu'est-ce que t'as fait là-bas? Tu t'es pas baladé dans le Japon, etc. T'es juste resté sur Kyoto quoi. À la base, j'avais plusieurs plans que je voulais tenter en parallèle. Mon but c'était de rester au Japon bien sûr, mais j'avais on va dire différentes options qui étaient variables. Alors celui sur lequel j'ai bossé au départ, c'était d'être en mode digital nomade. Faire des sites web en gros en freelance et en bougeant un peu partout dans le monde. Du coup, sur Kyoto, j'ai pas mal prospecté, mais avec un résultat qui n'a pas été très bon, on va pas se le cacher. N'ayant pas fait de réseau en fait avant de partir en France, moi j'ai travaillé chez un client, on va dire. Donc je bossais pour une boîte et je n'ai pas été chez des prestataires, donc on avait appelé des web agencies qui vont rencontrer plein de gens, avoir plein de clients différents. Moi j'ai pas pu me faire un portefeuille, un réseau et surtout c'était pas vraiment non plus mon but, j'aurais pu le faire autrement mais j'ai jamais vraiment pensé à ça. Du coup je suis parti, j'avais pas des clients en poche ou des gens qui voulaient faire un site internet, etc. Donc c'était un petit peu compliqué d'essayer de réseauter en étant à l'étranger avec des gens qui vous connaissent pas finalement, avec qui vous n'avez pas déjà travaillé, donc vous leur envoyez des mails, vous leur dites voilà, je sais faire des sites internet, regardez ce que je sais faire, si vous avez besoin d'un site internet, j'avais repéré des gens, etc. Mais ça n'a pas eu un succès fou. Bon, après, je ne dois pas être non plus le meilleur commercial de France, il ne faut pas se le cacher, mais bon, j'ai quand même pu faire 2 sites pendant cette période. La première, c'était pour une agence éco-responsable et une agence web éco-responsable. Pas une agence web, pardon, une agence qui fait de l'événementiel dans l'éco-responsabilité. Et une autre pour Tokyo Visit, dont je vous ai déjà parlé, et je vous invite à suivre son super compte Instagram au passage. Je ferai un focus sur lui dans un prochain numéro, c'est prévu, j'ai un petit planning des choses et des sujets dont je vais parler. Et car, comme on le dit, pour la pub pour les cheveux, il le vaut bien qu'on lui fasse un peu de promo. Il va bientôt arriver aux 10 000
aux 10 000 followers sur Instagram, ce qui, vous savez, peut-être pas, mais quand on a 10 000 followers sur Instagram, ça permet de débloquer des choses et ça fait partie de son boulot. Il a quand même pas mal galéré cette année à cause du Covid, il n'a pas pu faire de guide tour. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le Japon, que vous adorez les photos, il fait des super photos et que vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à le suivre. Ça s'appelle Tokyo Visit, tout attaché. Mais de toute façon, j'en reparlerai plus en détail un jour dans le coup de cœur Insta du moment parce que vraiment, outre le fait que c'est quelqu'un de sympa, moi j'aime vraiment les photos qu'il fait, il est vraiment très très doué. Mais bon, on va revenir au sujet. Les mois passant, je me suis rendu compte que cette solution, elle n'était pas viable d'être digital nomade, en tout cas pas pour enchaîner tout de suite. Bon, vous me direz, t'es mignon, mais digital nomade, ça donne pas de visa non plus pour rester au Japon à la base, donc qu'est-ce que t'attendais quoi? Et vous avez totalement raison, c'est vrai, ça ne donne pas de visa pour rester au Japon. Mon plan, c'était de faire en gros 6 mois au Japon par an, et 6 mois dans d'autres pays comme la Thaïlande, ou en Europe, à Taïwan, la Corée du Sud, ou je ne sais où quoi. Et justement, à ce propos, mon voyage en Corée du Sud, vous savez, j'ai fait des podcasts des hors-sujets là-dessus, qui donc à la base, ça me servait vraiment pour me faire le tour du poteau, comme on dit, c'est-à-dire pour renouveler mon visa touriste de 3 mois, sortir du territoire et revenir après quelques jours. Et c'était aussi pour voyager, me profiter, voilà, ça me faisait une petite vacances, on va pas cracher dessus. Mais il y avait encore un autre but, c'était de regarder aussi si le pays me plaisait. Savoir voilà, si je pouvais m'en servir pour y vivre 3 mois dans l'année ou 6 mois dans l'année en tant que nomade, faire 6 mois en Corée du Sud, 6 mois au Japon, pourquoi pas, ou alors voilà, au moins faire 3 mois chaque année en Corée du Sud parce que je trouvais ça sympa. Pourquoi pas, ça aurait pu être une possibilité. Mais même si ce plan ne me permettait pas de vivre au Japon au final, du coup vous l'avez bien compris, la perspective de découvrir des nombreux pays et bosser en freelance dans les cafés avec mon laptop, faire plein de rencontres enrichissantes et pouvoir chaque année vivre 6 mois au Japon, je me disais que c'était quand même un bon début pour pouvoir s'installer petit à petit au Japon. Mais bon, vous l'avez compris, ce fut pas possible. Dès janvier, en fait, après 3 mois de recherche de prospects, j'ai compris que j'allais pas pouvoir en faire une activité viable. Donc voilà, j'ai continué encore un peu à chercher, mais je savais que ça allait pas être la solution qui allait me permettre de venir régulièrement au Japon. Est-ce que mon moral a chuté à ce moment-là? Pas vraiment au final, car bon, déjà j'étais au Japon, voilà, donc c'était cool, j'étais vraiment content d'être là après 8 mois passés en Écosse. Ça m'avait vraiment beaucoup manqué la vie de tous les jours au Japon, mais aussi parce que j'avais une autre option en tête depuis le début. En fait, fin décembre, j'ai contacté 2-3 pistes de Français qui travaillent au Japon, qui ont des sociétés au Japon plutôt, et bon, j'ai pas le niveau, vous le savez, en japonais, clairement pas, qui a un niveau basique de chez basique, et mon anglais est très très pourri, je me faisais vraiment aucune illusion pour me dire que j'allais trouver un travail au Japon. Parce que c'est bien beau d'avoir plein de compétences et autres, mais si vous ne pouvez pas communiquer correctement, c'est compliqué. Ou alors il faut trouver avec une boîte qui cherche quelqu'un qui ne va parler que français. Vous vous doutez bien, c'est pas simple à trouver. Voilà. Donc je savais que c'était un peu peine perdue, mais comme on dit, voilà, qui ne tente rien ne tente rien. J'ai donc contacté, entre autres, Bento & Co, que vous devez peut-être connaître. C'est un site vachement sympa pour acheter des bento qui est très bien fait avec une personne dont je parlerai un jour, le proprio, parce qu'il a aussi un compte Instagram qui est plutôt sympa à suivre. Moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai proposé mon CV et j'avais aussi proposé au Safari, les fameux Safari photos dont je vous ai fait une émission il y a très très longtemps, je crois que c'est l'émission 3 ou 4, je sais plus. Vu que j'adore l'équipe et que j'adore leur taf, j'ai été client à la base des Safari, j'en ai fait beaucoup et j'aime vraiment les mecs qui bossent pour ça et j'ai surtout été un client heureux, on va dire, après avoir bossé, avoir été guidé par les Safari. Donc côté Bento & Co, pas eu de retour, voilà, aucun retour. Alors attention, c'est pas une critique, comme je disais, on envoie une candidature spontanée, donc c'est une petite structure, mon CV faisait sûrement pas l'affaire, et ne pas parler japonais ou avoir un anglais médiocre, ça aide pas, voilà, pour travailler à l'étranger, ou tout simplement, ils n'avaient pas besoin de moi, enfin voilà, ils avaient déjà des gens en poste, ils n'embauchent personne. J'ai pas eu de réponse, voilà, ça arrive, mais j'ai tenté. Bon, de toute façon, comme une fois, je ne m'attendais pas à grand chose. Mais du côté des safaris, par contre, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir eu des réponses plutôt positives. On m'a rien promis, mais j'ai pu avoir un entretien assez vite avec Angelo, qui est le monsieur Osaka Safari, et il y avait Yann aussi des Hiroshima Safari qui m'a beaucoup aidé, qui a été très enthousiaste sur le sujet. J'avais contacté les deux parce que c'était les deux personnes chez les safaristes avec lesquelles j'étais les plus proches. Donc finalement, ça m'a fait chaud au cœur déjà de voir des gens pousser ma candidature, sachant que là aussi, moi, j'avais pas beaucoup d'espoir. Alors, moins pour des raisons de compétences cette fois-ci, mais plus pour des raisons administratives, on va dire. En gros, les safaristes, ils sont tous freelance. Ils ne sont pas embauchés, ils n'ont pas eu des visas. La plupart sont des visas mariage, je crois. Il y a peut-être d'autres visas spécifiques, mais en tout cas, pas des visas à travail. Ils sont là en visa mariage. Et donc, par conséquent, le big boss des safaris, il n'a jamais fait de visa travail à un de ses collaborateurs. Et moi, j'avais besoin d'un visa travail pour être freelance. Être freelance au Japon, je m'en fous, mais c'est que je ne peux pas être freelance au Japon sans visa. Donc, il me fallait un visa travail. J'avais donc tenté. Voilà, je les ai contactés, mais en sachant
J'étais au courant de tout ça, qu'ils ne faisaient pas de visa, donc je me disais qu'il y avait quand même peu de chances que ça aboutisse. Et au final, j'ai eu vraiment un très très gros soutien d'Angelo et de Yann, qui ont même un petit peu, voire peut-être trop harcelé, mais c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça, le boss des safaris qui s'appelle David, pour qu'il me voie, pour qu'il me prenne en entretien en me disant que j'étais vraiment un gars cool, que je pouvais peut-être apporter quelque chose, que j'aurais peut-être pu l'aider pour ça ou ça. Donc au départ, ça me paraissait mal embarqué, hein, car ce fameux boss ne semblait pas vraiment réceptif à ma candidature. Et puis ils ont réussi à lui faire un peu changer d'avis à un moment, j'ai l'impression. Parce que je me rappelle qu'un jour on m'a dit bon, ça va pas le faire. Et genre un jour après, 2 jours après, on m'a dit finalement ça serait bien que tu viennes à Tokyo, il veut bien te voir parce qu'il a un peu changé d'avis, on a parlé avec lui, on lui a proposé des trucs et on a réussi un peu à le titiller un peu. Donc un peu genre waouh, ça serait trop cool. Voilà. J'étais un peu genre à me dire ouais c'est chouette. C'est surtout que je vous dis au départ il avait pas l'air d'être très réceptif. Donc je suis allé sur Tokyo pour tenter ma chance et accompagné en plus de Yann des Safaris, donc des Hiroshima Safari, qui est venu pour voir ses amis déjà, hein, qui travaillent avec lui, ses collègues à Tokyo, et aussi pour pousser ma candidature et je trouvais ça vraiment très très chouette. Donc on a passé 4-5 jours ensemble, c'était cool, voilà. On s'est baladé tous les deux, etc. On a passé pas mal de temps ensemble, donc c'était un peu aussi une balade avec un pote. Donc c'était chouette, puis voilà, ça fait toujours plaisir quand des gens se déplacent pour vous, c'était pas que pour ça, d'accord, mais c'était aussi pour ça, pour pousser la candidature, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, on va pas se cacher, mais au final, il y a eu le Covid, hein, vous le savez, qui s'est installé dans la partie. C'était en mars, je crois, début mars, et c'était, on rentrait dedans en fait, donc voilà, il y avait déjà les JO qui inquiétaient un petit peu les safaris, parce que les JO c'est flambé des prix, donc les touristes habituels vont moins venir à cette période, il va y avoir beaucoup de touristes, mais peut-être pas forcément les touristes des safaris. Donc ils étaient déjà un peu inquiets à cause de ça pour cette année-là. Plus le Covid qui commençait à arriver et ils avaient commencé à avoir des premières annulations, des gens qui commençaient à paniquer, qui s'inquiétaient, etc. Donc ça sentait pas très bon. Et en plus, encore une fois, je vais pas vous le cacher, je pense que le courant, autant le courant passe bien avec Angelo et Yann des Hiroshima et des Osaka Safari. Je connais aussi un peu Geoffrey, et je pense que le courant passe bien aussi. Mais ça passe un peu moins bien avec le Big Boss des Safaris. Je ne sais pas pourquoi, mais après, il y a des gens qui vous apprécient, d'autres qui vous apprécient moins. Peut-être que j'ai pas su convaincre, je ne sais pas. J'ai donc eu la confirmation, en fait, pendant l'entretien, que ça se ferait pas. Voilà, que c'était pas possible. Même si, comme je l'avais dit, je faisais pas beaucoup de films au départ sur le fait de trouver un visa de travail au Japon. Ça a été quand même pour moi une grosse déception parce que pendant un moment, je me suis quand même dit, c'est peut-être possible, pourquoi pas, voilà. Et alors bien, ça a été vraiment une grosse déception, c'est sûr. Après ce rendez-vous, ça n'a pas été simple. Donc on était début mars, je savais que mon aventure au Japon s'arrêtait pour plusieurs années du coup, que les perspectives pour rester et revenir vite, ça allait être très très compliqué. Et vous savez comment je porte ce pays dans mon cœur. Du coup, j'ai essayé de rester un peu digne quand même, vu que Yann il m'accompagnait. Mais une fois rentré chez lui à Hiroshima, il est parti avant moi. Je me suis fait une petite balade nocturne en Tokyo et je dois vous avouer que là, je me suis lâché dans les petites ruelles sombres de Tokyo qui serpentent dans tous les sens. Je me suis laissé aller à quelques larmes, voire à plusieurs, sachant que c'était fini, voilà, c'était fini pour moi et que je savais que ça n'allait pas être simple de revenir. Ça ne veut pas dire que je reviendrai jamais, mais que, en tout cas, là c'était fini, que pour cette année il y avait des chances que ça soit fini. On n'était pas encore dans le Covid, tout le monde est bloqué, etc. hein, donc voilà, là c'est sûr, on se dit non, je vais pas retourner au Japon, pas tout de suite. Mais à l'époque c'était pas le cas, mais je savais que ça allait prendre du temps, qu'il fallait que je refasse des économies, que je trouve d'autres opportunités. Donc c'était un peu la pression qui est retombée en me disant j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais la déception, c'était pas que ça finalement, parce que le boulot de guide, travailler avec les safaris, ça me bottait vraiment bien. J'adore les mecs des safaris et leur concept, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Ils font du super boulot et bosser avec eux, ça m'aurait vraiment bien tenté. Moi, j'avais envie en plus, et j'ai toujours envie de changement professionnel. J'ai bossé dans des bureaux et dans le monde du web pendant 20 ans. Et j'avoue que le contact humain, faire des choses qui donnent directement le sourire aux gens, ça me tente beaucoup plus maintenant. Pour moi, c'était un peu un dream job, du coup, c'était une opportunité vraiment excitante. Donc le combo de la double déception était un peu dur à gérer. Mais bon, bien sûr, je relativisais, hein, parce que, comme je vous le disais, je m'attendais pas à grand-chose, je pensais pas que ça allait marcher. Donc c'est pas comme si j'étais persuadé que j'allais rester au Japon. Là, c'est plutôt une opportunité qui s'est un peu créée par magie, vous savez, le gros coup de chance qui vous tombe dessus, vous vous dites putain, c'est un job que j'adorerais faire, travailler avec des mecs que j'apprécie vraiment. Et ça me permettrait de rester au Japon et de continuer, d'enchaîner. Genre c'est parfait. Alors que voilà, ça aurait été un gros coup de chance. Ne parlant pas japonais, ça aurait été même avec un anglais mauvais, ça aurait été un très gros coup de chance pour moi. Mais voilà, ça s'est pas fait. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, hein, je m'y attendais un petit peu. Donc jusqu'à mars, j'ai vécu le Japon de façon plutôt positive, on va dire, même si c'était dans l'incertitude de mes projets. Et mine de rien, quand il y a les projets qui sont un peu dans l'incertitude, vous profitez pas à fond non plus. Ensuite, ce fut plus compliqué, car en plus de la confirmation du fait que ça se fera pas, hein, que je resterai pas au Japon, il y a le Covid qui s'est invité.
Et comme je vous le disais, je passais pas mal de temps à bosser les premiers mois, pour essayer de me construire un avenir. J'ai donc pas bourlingué, fait des balades partout, faire plein de photos. Je l'ai fait de temps en temps, hein, bien sûr, mais je passais quand même beaucoup plus de temps. Je passais quasiment toute ma semaine dans des coffee shops et de temps en temps, j'allais me balader. Mais je m'étais dit que pour mon dernier mois, du coup, mon dernier mois de visa, alors genre en avril et un petit peu en mai, bah voilà, si ça n'avait pas fonctionné, si mes projets fonctionnaient pas, je profiterais pour me faire pas mal de balades. Bon, pas dans tout le Japon, hein, car mon budget était épuisé, mais au moins vraiment bien profiter d'explorer encore et encore plus profondément le Kansai. Vous savez que j'adore ça, de faire des photos et me balader. Je m'étais dit, ouais, c'est l'occasion. Je devais même partir à la base avec un ami à Hokkaido parce qu'il m'avait gentiment invité en me disant, je l'ai beaucoup aidé sur des trucs, et donc il m'avait dit, bah voilà, ça me fait plaisir et je te paye le voyage, on va à Hokkaido. En plus, c'est quelqu'un voilà, qui aime bien, qui aime pas trop organiser, donc moi, en gros, en contrepartie, j'organisais un peu le voyage. Donc voilà, c'était le truc, c'était sympa. C'était un très bon pote à moi avec qui est toujours au Japon en ce moment. Et donc, on devait aller là-bas, mais finalement, le Covid, ça a aussi annulé ça. Donc, je suis jamais allé à Sapporo, Hokkaido. Hein, j'en avais parlé dans un des podcasts. Donc, voilà, c'était un petit peu tristouné à cause de tout ça. Le Covid, au final, il a bien niqué mes plans, car à partir de mi-mars jusqu'à mi-avril, j'ai vécu aussi dans l'incertitude. Je vous en ai parlé dans l'épisode spécial coronavirus, donc je ne vais pas revenir en détail dessus, mais même s'il n'y avait pas de confinement au Japon, enfin en tout cas quand j'y étais, j'ai pas pu vraiment profiter de mes derniers instants au Japon. J'ai dû partir en gros un mois avant la fin de mon visa, un peu plus même. Mon expérience au Japon en 2020, c'est un peu fini en queue de poisson. C'était pas cool à gérer, c'était pas voilà. Puis il y avait tout le stress depuis le mois de mars en fait, il y avait tout le stress de savoir voilà si on devait rentrer avant ou pas. Il y avait l'ambassade qui poussait beaucoup, donc on a voilà depuis mi-mars jusqu'à je suis parti mi-avril, j'ai pas vraiment pu profiter pendant le dernier mois. Je devais aussi avoir des rentrées d'argent via une agence de voyage en fait qui m'avait embauché pour accueillir des touristes. Ils m'avaient découvert via mon podcast, comme quoi, hein, le podcast Mentatou. Mais le boulot me bottait bien, hein, c'était de répondre en plus à des questions de touristes pendant 1 heure. Moi j'adore parler maintenant, vous le savez. Et puis j'aime bien aider et encore plus parler du Japon et aider sur le Japon. Donc pour moi c'était nickel, mais tout a été annulé avec le Covid. Alors ça m'aurait pas donné de visa, hein. Moi il me proposait juste un boulot comme ça, voilà, parce qu'il savait que je connaissais bien Kyoto, mais j'aurais pas eu de visa pour autant. Mais ça aurait fait rentrer quelques sous, ça aurait été toujours ça de prix. Là, tout a été annulé. Et de même, il y a les safaris du Kansai qui m'avaient donné quelques visites à faire sur Kyoto pour me faire la main. Et car ils avaient aussi dû refuser quelques touristes. C'était une opportunité pour moi, même si pareil, je n'aurais pas pu continuer par la suite faute de visa. Mais bon, c'était quand même une belle marque de confiance et de sympathie que j'ai beaucoup apprécié encore une fois. Mais voilà, encore une fois, le Covid est passé par là, je n'ai pas pu le faire. Je me plains, hein, bien sûr. Je pense que les safaris, peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais peut-être pu avoir une chance un peu plus supplémentaire aussi pour avoir un boulot. Mais contrairement à plein de gens qui sont vraiment dans des difficultés financières très difficiles, je me plains juste à mon niveau. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile ce qui s'est passé cette année avec le Covid. Bien entendu, hein, j'ai une pensée pour tous ces gens-là qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que moi, qui en gros, ça m'a juste empêché peut-être en plus de rester au Japon. Donc vous l'aurez compris, ma fin d'aventure au Japon n'a pas été joyeuse. Après, je suis pas de nature dépressive, hein, je vous rassure, ou pessimiste. J'ai donc relativisé, hein, voilà, et fait avec, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que je ne me suis pas passé loin de pouvoir vivre au Japon et de bosser avec des gens que j'apprécie. Ça s'est joué à pas grand-chose, c'est bien dommage. Peut-être qu'un jour, comme dirait notre ami Ribéry, la ritournelle tournera, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis en France et je ne sais pas quand je repartirai au Japon. Après, il n'y a pas eu que des moments négatifs dans mon année 2020, parce que là, ça fait un petit peu causette, hein, mais heureusement, ça n'a pas été ça. Déjà, j'étais super content de revenir, hein, tout simplement. Ça m'a confirmé encore une fois, et je pense que j'en ai pas spécialement besoin, mais à chaque fois que j'y retourne, je le ressens encore plus, que j'adore vivre dans ce pays. J'ai beaucoup de repères à Kyoto et Tokyo maintenant. J'ai des amis, des petites habitudes, et du coup, ça a été un réel bonheur de revenir. J'avais vraiment l'impression de revenir chez moi, à la maison. Même si j'ai apprécié mon passage en Écosse, hein, le Japon me manquait tous les jours. Et quand j'ai remis les pieds là-bas, j'ai vraiment ressenti un sentiment de bien-être, un manque en fait que j'ai en moi et qui est comblé quand je suis là-bas. Pour mon retour, j'étais plus dans mon super appartement que j'avais avant. J'avais un appartement sympa, économie oblige, puis visa aussi, parce que voilà, avec un visa touriste, on peut pas louer un appartement comme j'avais loué la dernière fois. J'ai donc pris une share house, mais j'étais aussi là assez chanceux parce que j'ai trouvé une maison neuve. On n'était que deux, avec une coloc qui sortait jamais de sa chambre. Ce fut donc assez agréable de vivre là-bas, surtout qu'en plus c'était très central et que l'appartement était assez chouette. J'ai pu retrouver mes meilleurs amis aussi qui sont là-bas. Donc ceux qui étaient de l'école, il y en a qui sont là-bas, qui sont toujours à l'école, hein, qui étaient, ou à l'époque quand j'y étais en tout cas, qui sont rentrés à cause du Covid, mais j'ai encore un ami qui est toujours à l'école là-bas. J'ai aussi une amie qui est là-bas en visa travail, donc c'était chouette de me refaire mes petites balades, mes cafés, mes restos avec eux,
Je me suis fait vraiment de très bons amis pendant l'année précédente à l'école et ils font partie maintenant des gens que j'apprécie énormément et avec qui je suis toujours en contact. Même si j'ai pas mal bossé, j'ai eu tout de même plus de temps pour découvrir de nouveaux coins aussi que lorsque j'étais étudiant, parce que quand on est étudiant, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail, et c'est pas les vacances, clairement. Donc là, c'était un petit peu plus, voilà, j'étais plus libre en tout cas de mon planning. J'ai découvert de nouveaux lieux vraiment chouettes, que ce soit dans Kyoto même, hein, ou dans le Kansai tout simplement. J'ai pu me faire aussi 10 jours à Tokyo, alors que c'était pas vraiment prévu dans mon budget et dans mes plans à la base. J'ai pu passer mon temps dans les coffee shops et vous savez que j'adore ça. Du coup, c'était vraiment une chouette expérience que je regrette, mais alors pour rien au monde. Alors oui, même si cette année ne s'est pas déroulée comme je le souhaitais, et même si au final ça s'est pas terminé de la meilleure des façons, mon expérience japonaise que j'ai dû écourter, hein, sans vraiment pouvoir profiter de mes derniers instants, je suis quand même ravi d'avoir pu y retourner 6 mois. Alors pas tout à fait 6 mois, du coup c'était 5 mois. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir y retourner bientôt, que ce soit en voyage ou pour des projets d'étudiants par exemple, ou de travail, hein, si vous avez la chance d'avoir un visa travail. Et on va croiser les doigts hein, pour que les frontières réouvrent et que le coronavirus soit un lointain souvenir. Donc voilà, le petit bilan est un peu mitigé parce que je ne suis pas passé très loin finalement de peut-être avoir une expérience, avoir un visa, de pouvoir rester au Japon. Mais finalement, ça s'est pas fait. Ça se joue parfois à pas grand-chose. Mais c'est la vie. Voilà pour ce petit bilan que je voulais partager avec vous dans un parce que ça me semblait début d'année, début de nouvelle année et puis c'est aussi des expériences, des retours d'expérience de personnes qui vont au Japon. Je pense que c'est intéressant aussi à partager. Mais dans un prochain épisode, alors pas le suivant, hein, mais bientôt, je vous parlerai aussi de mes projets et de mes attentes pour 2021 et bien sûr en liaison avec le Japon. Hein, je ne vais pas vous donner mes projets de cette année d'aller faire des cours, je sais pas où, je sais pas quoi. Voilà, forcément ça va être lié au Japon. Mais ça sera une autre histoire. Là, on va passer à l'instant du moment, l'insta du moment, pas l'instant, l'insta du moment, pour découvrir un compte bien chouette, pour découvrir des cafés et leurs aventures au Japon. Et donc, une fois n'est pas coutume, dans l'insta du moment, on va suivre un compte 100% café. Alors oui, je sais, je suis relou avec mes cafés, mais bon, pour moi, le Japon, c'est aussi ça. Ça horde de coffee shops super cool, au style varié, et où il fait vraiment bon se poser. Et le compte aujourd'hui dont je vais vous parler s'autoproclame Café Stagrammeur. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui existe vraiment, mais Café Stagrammeur, Instagrammeur, Café Stagrammeur, voilà. Tout est dans le titre en tout cas. En effet, si vous suivez son compte, vous verrez régulièrement des devantures de café. Alors parfois, il y a un gobelet en premier plan avec le logo de l'établissement. Voilà, il aime présenter des coffee shops de Tokyo et du Japon. Mais même si vous n'êtes pas un fan de café en tant que tel, vous pourrez peut-être apprécier les photos et l'architecture des lieux qu'il va montrer. Car moi, en plus du café en général, le café en lui-même, j'aime beaucoup l'ambiance et l'architecture des coffee shops. L'architecture extérieure, bien sûr, mais aussi la décoration intérieure. Il y a toujours de l'imagination, de l'originalité dans le coffee shop japonais. Et du coup, avec ce compte et les jolies aventures de ces établissements, ça permet aussi un petit peu de voyager, en tout cas pour ma part. Son compte, c'est donc Café Tio, donc C-A-F-E-T-Y-O. Mais comme d'habitude, vous aurez les liens sur le site explorejapon.com, la page de l'émission, tout ça. Et maintenant, il est temps de parler à la fameuse rubrique qui n'a toujours pas de nom. Ça commence à devenir un petit peu long. La boutique, l'endroit de la semaine. Voilà. Et vous me connaissez maintenant, je suis, je pense qu'on peut le voir, le spécialiste de la bouffe non japonaise au Japon. Oui, la bouffe non japonaise au Japon, c'est mon truc. Et il faut que je vous parle forcément d'un petit plaisir que j'avais sur Kyoto, celui de la gaufre belge. Oui, la gaufre belge au Japon avec la marque Manneken. Alors, c'est une marque dont on trouve souvent les boutiques dans les gares, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont souvent installés dans les gares. En tout cas, pour ma part, je suis toujours tombé dessus quand j'étais dans une gare. Voilà. Que ça soit à Kyoto ou à Otsu, ou bien dans des petites banlieues d'Osaka, ou dans des... Je me rappelle avoir été dans une gare un peu improbable où il y avait ça aussi, un Manneken. Donc voilà, je les ai vus que dans les gares. Manneken, c'est donc des gaufres qui n'ont rien à envier avec les gaufres de nos voisins belges. Pour preuve, j'avais un habit belge très tatillon, et c'était pas cliché, sur les frites et la bière. Et donc, aussi les gaufres, voilà. Parce que pour lui, c'était la culture nationale, quoi. Alors, ça fait super cliché de dire ça, mais c'était vrai. Honnêtement, à chaque fois qu'on buvait une bière ou qu'on mangeait des frites au Japon, fallait qu'il fasse obligatoirement une réflexion sur le fait que, oui, c'est pas mal, mais bon, en Belgique, c'est quand même mieux, quoi. Et sur les gaufres Manneken, étrangement, il n'en tarissait pas d'éloges. Ah là, c'est pour dire que ça reste quand même de la bonne gaufre. Bon,
Chez Manneken, vous trouvez donc des gaufres avec des parfums classiques, comme au chocolat par exemple, mais on est au Japon, donc forcément vous trouverez des gaufres au matcha, des gaufres à la rose, au sakura, etc. suivant les périodes, vous savez que les Japonais adorent ça. Vous pouvez les acheter à l'unité, ou bien des coffrets de X gaufres, alors je ne sais plus combien, si c'est 5, 6, 8 gaufres, et je dois vous l'avouer, oui, je dois vous l'avouer, ça m'arrivait très souvent. Quand rentrant d'une petite balade, quand j'étais en voyage, ou même quand j'habitais à Kyoto, je prenais le train, je m'arrêtais dans la gare pour me prendre un petit coffret de gaufres et m'empiffrer vraiment le soir en rentrant. C'est-à-dire que je ne mangeais pas une gaufre, j'allais m'en enquiller 5 ou 6. Et oui, je suis comme ça, je suis très gourmand sur le sucré. En voyage au Japon, je l'ai souvent fait, comme je vous le disais, et aussi en habitant à Kyoto, ça m'arrivait de temps en temps. Mais heureusement pour moi, la boutique se trouvait à l'intérieur de la gare, dans la zone où on doit valider un ticket. Donc du coup, j'ai pas pu y aller si souvent que ça, sinon j'y serais passé, mais bien plus souvent, et sûrement trop. Bref, si vous avez envie d'une pause sucrée, les gaufres Manneken, c'est pour moi un classique dans les gares. On les trouve pas partout, mais par contre à Kyoto, il y en a. Donc gardez l'œil sur la passerelle qui permet, donc à Kyoto, la passerelle qui permet d'accéder à tous les quais. Ils ont une petite boutique où il y a parfois la queue, mais ça vaut le coup d'attendre quelques minutes. Mais voilà, pour la pause gourmande, passons à la dernière rubrique, le coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de cette semaine, mon petit bonheur, en gros, vient un petit peu en retard parce que c'est mon cadeau de Noël. Et ouais. Bon, cette année, je vais vous l'avouer, ça n'a pas été un super Noël de mon côté. Comme vous le savez, j'habite chez un habit qui m'héberge. Il n'a pas eu une super année lui non plus, voire une très très mauvaise année. En même temps, bon, qui a eu une bonne année cette année? Je pense pas qu'il y ait grand monde. Mais lui, il a vraiment bien cumulé depuis le début. Je vous passe les détails, c'est sa vie personnelle. Mais honnêtement, au classement des vies de merde, il se place pas mal pour cette année. Mais du coup, on n'était pas dans un mood, happy pop, fais ton Noël, c'est la fête, c'est super quoi. Donc on n'a rien fait de spécial, on n'a pas fait la gueule non plus, on n'est pas des dépressifs, mais on n'avait pas spécialement envie de faire un truc festif et joyeux. Je pense que vous comprenez. Mais on s'est quand même offert un ou deux petits cadeaux pour le principe. Et le Père Noël, du coup, à moi, il m'a apporté un petit V60 et un paquet de café. Bon, ça vous parlera peut-être pas, mais je faisais mon café avec une méthode, un outil qui s'appelle l'Aéropress avant. Et là maintenant, je peux le faire avec du V60 tous les matins, qui donne un café avec une meilleure clarté aromatique. Du coup, ça me change mon café tous les matins. Il est un petit peu meilleur, pour ma part, je trouve. Et vous connaissez ma passion pour le café. Alors, c'est du café filtre, c'est pas un expresso ou un cappuccino. Donc oui, je suis très matérialiste, mais mon petit bonheur, mon coup de cœur cette semaine, c'est mon cadeau de Noël, tout simplement. Et j'espère que vous avez tous eu aussi des très beaux cadeaux de Noël. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera quelque chose de moins personnel. Vous savez que j'aime bien varier les sujets. Sur ce, je vous dis bon début d'année à tous et surtout à très vite. Mata raishu, bye bye, ciao.パンツに